Patrice Brun, bonjour. Vous êtes professeur d'histoire ancienne depuis 1996 et à l'université Bordeaux-Montaigne depuis 2002. Vous avez présidé l'université à l'époque Bordeaux 3 de 2009 à 2012 et vous êtes membre de l'Institut universitaire de France, membre senior depuis 2015. Vous êtes spécialiste de l'histoire d'Athènes à l'époque classique, plutôt le IVe siècle, mais aussi spécialiste des Cyclades et des régions, une région du sud-ouest de l'Asie mineure, la Carie. Vos recherches se sont beaucoup appuyées sur les sources épigraphiques, ce qui vous a conduit à la publication de 2 recueils. Le premier en 2005, Impérialisme et démocratie à Athènes, et le second en 2017, pour lequel nous vous recevons aujourd'hui, qui s'intitule Hégémonie et société dans le monde grec. Et donc nous allons présenter cet ouvrage sur ce sujet. Alors la première question que j'aimerais vous poser, c'est pourquoi ce livre autour de l'épigraphie? Quel était le but de ce livre? Eh bien, pour une raison assez simple, c'est que la plupart des inscriptions, soit n'ont jamais été traduites, ou sont traduites dans des langues étrangères qui ne sont pas forcément familières de tous les étudiants, ni de tous les enseignants. Et ce sont des sources qui sont, à mon sens, absolument essentielles, parce qu'elles offrent des images qui sont des images, je dirais, figées peut-être, mais sans qu'il y ait de modifications autour des siècles. C'est-à-dire ce qui a été gravé vers 350, par exemple, l'a été, en 350, et nous avons si je puis dire, le produit brut. Et c'est ça qui me paraît tout à fait intéressant. Je dirais d'autant plus intéressant qu'on retrouve assez régulièrement de nouvelles inscriptions, ce qui permet d'avancer un petit peu plus dans la connaissance de l'Antiquité, ce que l'on n'a pas, par exemple, avec les sources littéraires qui sont connues pour l'essentiel depuis plusieurs siècles. Et alors, est-ce que c'est ce qui vous a amené à choisir cette collection des presses universitaires de Bordeaux, qui se nomme Parcours universitaire, et qui est une coédition avec les éditions Odonus, en tout cas pour le volume que vous avez publié? Je pense quand même qu'il y a une raison fondamentale, c'est-à-dire c'est mon attachement à Ausonius, depuis que je suis tout petit, en quelque sorte. Et puis, comme vous l'avez signalé, le fait d'avoir été président de l'université attache encore un petit peu plus à l'établissement, et c'est une des raisons aussi pour laquelle je n'ai pas proposé le manuscrit à un éditeur privé, que j'avais pourtant sollicité il y a une dizaine d'années. Je pense que l'attachement que j'ai à cette université explique en grande partie le fait que j'ai proposé le manuscrit précisément à une coédition inédite, d'après ce que j'ai pu comprendre. En tout cas, c'est la première, entre les presses universitaires de Bordeaux et Ausonius. Donc on va peut-être pouvoir prendre quelques exemples qui vont montrer l'intérêt de l'épigraphie comme source pour justement valoriser cette source qui parfois est un peu oubliée des étudiants dans leur parcours de recherche. Donc peut-être commencer par des textes qui permettent d'avoir une convergence avec des sources littéraires. Je pense à l'inscription numéro 41, qui est un texte de Trézène qui résiste à l'invasion thébaine du Péloponnèse en 369. Oui, alors ça c'est tout à fait intéressant parce que précisément, comme vous venez de le dire, il m'a paru intéressant souvent de mettre en parallèle un texte épigraphique avec un texte littéraire qui permet, je ne dirais pas de confirmer, mais d'orienter un petit peu la source littéraire. La source littéraire, c'est Diodore de Sicile, qui parle de l'invasion des Thébains dans le Péloponnèse, et il dit précisément qu'ils ont buté sur la cité de Trézène, qui est une cité d'Argolide. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est que dans l'inscription, on a comme le chef de la garnison de Trézène, qui est probablement un mercenaire, est un capitaine qui vient de Platée. Et Platée est la cité ennemie traditionnelle de Thèbes. Et le fait que les Thébains aient trouvé sur leur chemin un Platéen, bon, m'a paru quelque chose de tout à fait intéressant, parce que
si on n'a pas le texte littéraire, il est extrêmement difficile de dater en quelque sorte l'inscription. On a la possibilité là de dater l'inscription grâce au texte littéraire et grâce au texte littéraire d'éclairer en quelque sorte le contexte de l'inscription. Vous affectionnez en particulier l'inscription numéro 4, qui est un mémorial des Mégariens pour les morts lors de la Seconde Guerre médique, après 479. Alors Mégare est une cité voisine d'Athènes, hein, c'est juste au sud d'Athènes, qui a participé aux guerres médiques. On sait que la cité a participé aux guerres médiques, à toutes les guerres médiques, enfin à tous les épisodes de la Seconde Guerre médique. Mais on n'en sait pas plus. Sauf que, à la fin du XIXe siècle, on a trouvé à Mégare une inscription. Vous avez dit effectivement que je trouve captivante. Pourquoi? Parce qu'elle rapporte des événements de 479, 480-479, avec un poème de Simonide, un grand poète élégiaque du temps. Mais cette inscription, vu l'écriture, ne peut pas dater du 5e siècle avant Jésus-Christ. L'écriture nous amène, et la syntaxe également, nous amène plutôt à la fin du 4e et au début du 5e siècle, aux alentours de 400. Ce qui fait qu'on a regravé quelque chose comme 9 siècles après cette inscription. Et alors, il y a une introduction et une conclusion qui est absolument essentielle pour ce texte, c'est que c'est un grand prêtre, qui s'appelle Elladios, qui dit que l'inscription, elle gisait là, effacée par le temps, et il a décidé de la réécrire, de la regraver, peut-être même lui-même, compte tenu des fautes on n'a pas un professionnel là, pour la mémoire des morts et de la cité. Or, il est grand prêtre archihiérès vers 400, à une époque où la religion dite païenne est en train de disparaître. On a là un témoignage assez émouvant de la fin de l'époque païenne, et cet archiprêtre doit vivre dans un monde probablement devenu chrétien, et il essaie en quelque sorte de garder le souvenir du temps glorieux où la religion polythéiste grecque suivait les hommes. Alors, si on passe maintenant à des aspects plus sociaux, il y a notamment une inscription, la numéro 93A, qui octroie la citoyenneté à 2 femmes par un regroupement de cités que l'on appelle un koinon, le koinon des Molos. Et donc vers 370 avant Jésus-Christ. Alors les Molos, il ne faut pas les imaginer comme étant des chiens, même si c'est évidemment en Molossie, il y avait des chiens qui, paraît-il, étaient énormes, d'où le nom. Ça correspond à l'Épire, c'est-à-dire le nord de la Grèce et l'Albanie, si on veut. Hein. La Molossie c'était un royaume. C'était un royaume, un peu comme la Macédoine. Et nous avons un texte qui, effectivement, montre que dans ces régions que l'on prétendait reculer, il y avait des possibilités pour les femmes de devenir citoyennes. Alors que si on a des décrets qui octroient la citoyenneté à 2 femmes, ça signifie tout simplement que les femmes, en Molossie, avaient le statut de citoyen. Et ça m'a paru absolument essentiel de le montrer, parce qu'on dit toujours, à juste titre, que les Grecs étaient misogynes, ce qui n'a pas vraiment beaucoup de sens. La misogynie n'a pas de sens, même si le mot est grec, reporté à l'Antiquité, mais ça montre aussi que, et peut-être même surtout, que ce sont surtout les Athéniens qui l'étaient. Et qu'on imagine beaucoup trop les Grecs à l'image des Athéniens, et ce texte-là, qui est un texte très court, hein, qui n'est pas très très connu, m'a paru effectivement essentiel pour donner une image plus diversifiée du monde grec qu'on ne peut l'imaginer. D'ailleurs, c'est le but aussi un peu de cet ensemble de textes. Et on va finir avec le texte numéro 122 qui rassemble des lamelles de consultation oraculaires au sanctuaire de Dodone, un sanctuaire de Zeus dodonéen au IVe siècle. Alors, pour choisir des textes religieux, j'ai choisi aussi d'autres textes religieux, hein, notamment ceux à Perséphone et tout, hein, qui sont des textes tout à fait étonnants, mais effectivement, les textes de Dodone sont tout à fait intéressants parce que ce sont des lamelles de plomb. Ce sont des lamelles de plomb on pose une question. Celui qui vient consulter Zeus dodonéen, Zeus qui parle par les arbres. Hein, ce n'est pas une Pythie qui s'exprime, hein.
C'est les arbres qui parlent, et les prêtres interprètent ensuite, et on pose une question. On pose une question sur une lamelle de plomb et on la met dans la terre. Et ensuite, eh ben, on a la réponse. Alors, on a découvert, les fouilles à Dodone ont repris, on est à plus de 4000 découvertes actuelles, je crois quand même 4005 ou 5000. Et il fallait en choisir évidemment un certain nombre, et ça m'a paru intéressant de voir, je dirais, le côté utilitaire, hein, parfois, des questions qui sont posées. Faut-il que je parte? Qui m'a volé mon oreiller? Est-ce que je dois faire confiance à mon épouse? Voilà, ça donne une image de la religion qui n'est certes, ou la métaphysique, certes, n'est pas extraordinairement développée, mais qui montre aussi, inversement, la confiance que les Grecs avaient en leur Dieu. Parce qu'on dit parfois, on dit souvent, oh, les Grecs ils ne croyaient pas, ces mythes et tout ça. Ouais, ce type de questions montre bien qu'ils y croyaient, fermement, qu'ils attendaient de leur Dieu des réponses. Bien, Patrice Brun, je vous remercie pour avoir répondu à ces questions, et puis j'espère qu'elles auront donné envie au public de consulter cet ouvrage, donc, qui est un apport, je pense, très utile pour les études en histoire ancienne à l'université. Je vous remercie.